Amis internautes, bonjour. Notre émission a pour titre aujourd'hui Frédéric Joliot-Curie. Alors Frédéric Joliot-Curie est un physicien célèbre qui a reçu le prix Nobel de chimie en 1935 avec sa femme Irène Curie, fille de Pierre et Marie Curie. Et ce physicien a eu aussi les honneurs d'avoir des funérailles nationales, commanditées d'ailleurs par le général de Gaulle en 1958. Alors pour parler de ce scientifique, nous recevons aujourd'hui Michel Pineau, historien des sciences et auteur d'un très bon livre, je me suis régalé à sa lecture, je vous le dis tout de suite, qui s'appelle Frédéric Joliot-Curie, une biographie de Frédéric Joliot-Curie, qui est éditée aux éditions Odile Jacob. Alors non seulement vous parlez de l'œuvre scientifique de Frédéric Joliot-Curie, mais aussi de son engagement social et politique, et je dois dire que la lecture est extrêmement aisée. J'ai eu l'intention au départ de feuilleter ce livre, je n'ai pas pu. Il a quand même 700 pages, mais il est passionnant. Alors, nous allons parler bien sûr de Frédéric Joliot-Curie, et ensuite Amélie Brun va animer la rubrique courriel. Merci d'être venue, Amélie Brun. Et nous allons tout de suite commencer donc par Frédéric Joliot-Curie. Alors, Michel Pineau, une première question. Un ouvrage de cette importance qui est une somme en somme, est-ce que ça vous a demandé quand même énormément de travail, je suppose? Oui, c'est un travail long, mais je ne me suis jamais ennuyé. Le personnage est passionnant, il est plein de rebondissements. Je crois qu'il est en plein cœur de son époque, à cheval sur l'entre-deux-guerres et l'après-guerre. C'est au cœur des grands problèmes de notre société. Alors, si vous le permettez, nous allons retracer l'itinéraire de Frédéric Joliot-Curie, personnage célèbre, très connu en France et à l'étranger à une certaine époque, et puis peut-être un petit peu oublié. C'est votre avis, Michel Pineau? Oui, effectivement, je pense que Frédéric Joliot-Curie était un des Français les plus connus dans le monde dans les années 50. En France, on a donné son nom à des tas de cités HLM, à des tas d'écoles, etc. Et puis, il y a eu un oubli, un silence. Donc, si ce livre peut aider à revenir sur le personnage, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments de sa vie qui sont plein d'intérêt, voire plein d'enseignements pour nous. Bon, alors on va essayer de briser ce silence et on va commencer par retracer un peu cette vie. Donc né en 1900, c'est son centenaire cette année, dans une famille alsacienne et lorraine, je crois. Oui, puisque vous partez du côté commémoratif de la question, non seulement c'est le 100e anniversaire de Frédéric Joliot, mais c'est aussi le 50e anniversaire de l'appel de Stockholm, on en parlera je pense tout à l'heure, et de sa révocation du CEA, du commissariat à l'énergie atomique, dont il a été le premier haut commissaire. Donc il y a double commémoration. Bon, alors, donc oui, notre émission tombe à pic. Voilà. Alors, le premier maître de Joliot-Curie pour la physique, c'était Paul Langevin. Et je crois que nous allons voir déjà quelques images de Frédéric Joliot-Curie lorsqu'il arrive à Paris dans les années 1930, je crois. On va regarder ces images. Voilà, donc nous avons là Frédéric Joliot-Curie dans son laboratoire, enfin pas tout à fait dans son laboratoire, il a créé une radio, là il habite déjà à Paris. Hein. Oui, oui, il a toujours habité à Paris, il est né à Paris. En fait, il a fait des études d'ingénieur physique et chimie à l'école de physique et chimie de la ville de Paris. Et dès sa sortie, il s'est orienté vers la recherche et il est rentré, comme on le voit là, au laboratoire de Marie Curie, où il a fait la connaissance de celle qui allait devenir sa femme, Irène Curie. On les voit là tous les deux en train de travailler à la pipette. Alors, c'est dans un quartier de la rue Laumont, à Paris, où il y a un centre de scientifiques, là. Voilà, la grande nouveauté de l'époque, de la fin des années 20, du début des années 30, c'est que le milieu scientifique explose, des nouveaux laboratoires s'ouvrent, et ça se passe dans le quartier du Panthéon, du côté de la rue d'Ulm et de la rue Laumont, effectivement. Et un nouveau milieu se développe, ceux qu'on va appeler les chercheurs. Joliot est le prototype du chercheur des années 30. Alors, en 1935, donc, c'est le prix Nobel de chimie, qu'il reçoit avec sa femme, et nous le voyons là d'ailleurs, nous avons vu passer un extrait de son discours qu'il a prononcé là-bas, et là nous le voyons déjà au Collège de France. Oui, parce que bon, pendant plusieurs années, ils ont fait ensemble, formant une équipe, une série de découvertes intéressantes qui les ont conduits tous les deux à la découverte de la radioactivité artificielle, donc c'est le prix Nobel, mais ensuite Joliot rebondit tout de suite en devenant un fondateur de grands laboratoires. Il se lance dans ce qu'on appellera plus tard la science lourde, il construit les premiers accélérateurs de particules, ça devient une sorte de manager de la science en même temps qu'un chercheur de pointe, un expérimentateur
de talent et de grande finesse. Et alors Joliot-Curie n'était pas issu du milieu universitaire, il en a un peu souffert? Oui, en tous les cas, sa personnalité était complexe. Donc un des éléments de sa difficulté peut-être à s'insérer dans la société de son temps, c'est qu'encore à l'époque, quelqu'un qui avait une formation d'ingénieur pouvait être regardé avec une certaine distance par l'establishment universitaire. Oui. Alors il a quand même réussi à séduire Irène Curie, qui, d'après la description que vous en faites, n'était pas une personne facilement abordable. Mais justement, je pense que ça tient à sa personnalité, à celle d'Irène Curie aussi. Ils ont trouvé un terrain d'entente dans leurs difficultés peut-être avec les autres et dans leur façon de se comprendre tous les deux. Enfin ça reste mystérieux, hein, ce genre de... Alors, nous allons voir maintenant la deuxième série de documents qui se passe donc là. Oui, alors on fait un saut dans la chronologie parce que là on est à la fin de l'occupation, on est dans les jours de la libération de Paris. Joliot est président du Front National de lutte pour l'indépendance de la France et il se lance tout de suite dans l'après-guerre après avoir été un résistant actif. Il devient à la fois directeur du CNRS et en même temps il crée le commissariat à l'énergie atomique, on le voit là aux côtés des fondateurs du CEA, c'est-à-dire qu'il se lance dans la production d'énergie atomique à usage pacifique, en affirmant bien clairement dès 1946 qu'il n'est pas question de se lancer dans la recherche de l'arme atomique pour la France. À partir de là, ça devient en même temps un scientifique, mais aussi un intellectuel, on pourrait dire, en tout cas quelqu'un qui pense que la responsabilité du scientifique, c'est de se préoccuper des applications et des conséquences de ses découvertes pour la société qui l'entoure. Alors là, on est déjà à la Pilzoé, c'est-à-dire directeur du CEA, et nous avons là le télégramme qu'il envoie pour la première pile, 12h12, qu'il envoie donc au président de la République, oui, et aussi d'ailleurs au président du Conseil de l'époque, avec lesquels il avait déjà des relations extrêmement tendues, Henri Queuille, justement à cause de ses prises de position politiques. Alors pourquoi Joliot-Curie n'a pas quitté la France pendant la guerre? Est-ce que vous essayez de l'expliquer? Oui, c'est un des tournants de la biographie de Frédéric Joliot. Ses collaborateurs sont partis sur ses ordres et ses consignes à Londres avec tout le matériel pour poursuivre des recherches sur l'énergie atomique, sur la tentative de déclencher une réaction en chaîne dans un mélange d'uranium et d'eau lourde. Mais lui, il a considéré que sa place restait en France. Il n'a pas voulu partir en exil. Et donc, resté en France, retournant dans son laboratoire à Paris, au Collège de France, occupé par les Allemands, il va tenter de maintenir une activité scientifique et en même temps d'organiser le milieu universitaire pour résister à la fois à Vichy et aux Allemands. Mais cette période de la vie de Joliot a été controversée. Pourquoi n'est-il pas parti? Aurait-il dû partir? Aurait-il dû participer au projet Manhattan aux États-Unis pour la construction de la bombe atomique qui devait servir à la fin de la guerre contre le Japon? C'est une des grandes questions que j'essaye d'éclaircir dans mon ouvrage. Alors, à la fin de la guerre, Joliot-Curie passe carrément dans la clandestinité. Oui, il était de toute façon très menacé, il était semi-clandestin depuis 2 ans, il passe dans la clandestinité parce que c'est nécessaire pour le poste qu'il occupe à la tête du Front National, puis il est en danger, la milice peut intervenir, les Allemands peuvent le kidnapper parce que son intérêt scientifique reste très important, donc il préfère passer dans la clandestinité. Oui. D'autres scientifiques, d'ailleurs, ont eu des difficultés pendant la guerre aussi. Et le général de Gaulle, donc à la Libération, dit « Joliot-Curie, j'ai confiance en vous ». Oui, tout à fait, parce que Joliot tient à de Gaulle un peu le genre de discours que de Gaulle lui-même tient, celui du relèvement national, celui de la nécessité pour la France d'effacer les conséquences de la défaite. Et Joliot, qui veut relever la France par la science, c'est quelqu'un qui intéresse fortement le général de Gaulle quand il est président du gouvernement provisoire. Donc c'est lui qui va l'aider à lancer le commissariat à l'énergie atomique. Est-ce que de Gaulle avait l'intention de faire une bombe avec? Il n'en était pas question à l'époque, il était surtout question de démarrer. Et Joliot a démarré. Alors il démarre dans une période très difficile, puisqu'à cette époque, la France est démunie de tout. Il a du mal à trouver le matériel pour travailler, il a du mal à faire revenir des scientifiques avec lesquels il a l'habitude de travailler, et il va les chercher, je crois, dans les différents pays. Bien sûr. Et alors, comment ça se passe? Comment réussit-il à convaincre le gouvernement que le CEA, donc, est important? Dans l'enthousiasme de la libération, ce n'est pas très difficile de convaincre
les hommes politiques, en tout cas un certain nombre d'entre eux, de la nécessité de relever la France en y mettant tous les moyens nécessaires. Par contre, dans les années suivantes, c'est plus délicat. Dès la fin des années 40, 1950, jusqu'à 1954, jusqu'à Mendes France en fait, la France souffre d'un déficit de volonté dans le domaine de la science, de la recherche, et même les crédits s'atrophient. Le CNRS a du mal à vivre, c'est une période très difficile, ce qui explique que la France n'ait pas d'accélérateur de particules digne de sa physique nucléaire jusqu'au milieu des années 50. Alors là, le CEA, Joliot-Curie, voulait lui donner une physionomie particulière, c'est-à-dire qu'il voulait que ce soit les scientifiques qui soient à la tête du CEA. Comment ça s'est passé cette période? Parce qu'un gouvernement ne laisse pas échapper facilement une autorité sur un centre aussi important. C'est même un cas unique au monde, c'est le seul centre de recherche nucléaire qui a échappé au contrôle des militaires et des politiques d'ailleurs pendant plusieurs années. Effectivement, on peut dire que les scientifiques ont été au pouvoir à l'origine du CEA. C'était la volonté de ces scientifiques, Joliot, Pierre Auger, Francis Perrin et d'autres qui les entouraient. Ils pensaient que dans la période qui s'ouvrait, la science allait avoir des responsabilités nouvelles directement au pouvoir. C'est peut-être une des illusions de l'époque même, et Joliot, de ce point de vue-là, a été au cœur de cette illusion, si elle a existé. Alors, Joliot-Curie, bien sûr, est déjà engagé dans le Parti communiste. Il est fustigé dans la presse, on va voir quelques documents. Et il est déjà engagé dans les mouvements de la paix. Nous allons écouter ce qu'il dit justement à ce sujet dans un congrès des partisans de la paix. Déclare ouvert le congrès mondial des partisans de la paix. Je suis particulièrement heureux d'avoir à vous souhaiter la bienvenue au nom des Français. Ils sont millions qui sont fiers et heureux d'avoir vu leur capitale choisi comme lieu de rassemblement pour ceux qui veulent défendre efficacement ce bien suprême des peuples, la paix. Alors là, nous voyons Joliot-Curie justement un 1er mai avec des responsables politiques. Et immédiatement, bien sûr, comment un communiste à la tête du CEA, il va vendre nos secrets. Et bien sûr, la révocation, on le menace de le révoquer. Enfin, c'est ce que une partie de l'opinion publique réclame. On voit ici un dessin de l'Aurore où Joliot-Curie serait en train de vendre les secrets nucléaires à des personnages sur la droite que nous reconnaissons, notamment Staline. Et donc, on lui reproche beaucoup son engagement dans le PC à cette époque-là. Joliot est entré au Parti communiste pendant l'occupation. Avant, il a été à la SFIO, au Parti socialiste de l'époque. Après la guerre, son engagement politique n'a pas pris une dimension très importante jusqu'au moment où il s'est retrouvé à la tête de ce mouvement des partisans de la paix. Ça se situe au début de l'année 49. Et ensuite, les choses s'accélèrent très rapidement puisqu'en un an, il est révoqué du CEA. Donc cette prise de responsabilité à la tête de ce mouvement pacifiste conduit Joliot à une rupture dans sa carrière scientifique, dans sa carrière aussi de dirigeant de grands organismes scientifiques. La situation était difficile, hein, on était en pleine guerre froide. Effectivement, dans le contexte de l'époque, il paraissait invraisemblable qu'un communiste reste à un tel poste de responsabilité. Il y avait eu une sorte de chasse aux sorcières qui avait éliminé des communistes de beaucoup de postes importants en France dans d'autres missions. Joliot était quasiment le dernier à se maintenir à une telle responsabilité qui était l'équivalent d'un poste de ministre. Le haut commissaire au CEA était l'équivalent d'un ministre à l'époque. Donc il a été révoqué. Révoqué pour avoir dit qu'il ne ferait pas la bombe atomique. Alors, non seulement qu'il ne ferait pas la bombe atomique, mais aussi, alors là, je crois qu'il a même dit en tout cas, il ne l'enverrait pas sur l'Union soviétique. La phrase exacte, en substance, c'est de dire que jamais les scientifiques communistes ne travailleraient pour une guerre visant l'Union soviétique. Dans son cas particulier, ça visait évidemment son poste de haut commissaire, poste auquel il devait maintenant assumer la mission, la responsabilité, puisque le CEA produisait du plutonium, d'éventuellement passer à l'étape suivante du développement du CEA, qui pouvait être, si le gouvernement l'exigeait, de préparer la bombe atomique. En 1954, le nouveau haut-commissaire, Francis Perrin, sur les consignes de Pierre Mendès France, acceptera de mettre le CEA en position de pouvoir fabriquer la bombe. Et alors, Joliot-Curie, enfin Irène Curie plutôt, décède en 1956, ça affecte beaucoup Joliot-Curie.
Oui. Et ensuite, une date importante. C'est-à-dire que, excusez-moi, IREN était à cette époque-là lancé dans un projet de grande envergure qui était la construction du centre universitaire d'Orsay, la nouvelle fac des sciences, qui devait être dotée d'accélérateurs de particules. Et c'était une sorte de résurrection de l'université du point de vue de sa capacité scientifique. Donc IREN menait ce projet, elle décède en cours de route. Donc c'est Frédéric Joliot qui reprend l'entreprise. C'est d'ailleurs sa dernière entreprise, puisque 2 ans plus tard, à son tour, il décède. Alors nous avons fait une visite au CEA où se trouve la pile, la première pile atomique dite Zoé, qui a été construite par Frédéric Joliot-Curie. C'était à l'occasion des Journées du patrimoine, le 17 septembre, et nous allons voir d'ailleurs quelques images parce que nous avons été reçus par Nathalie Manot et son équipe de conférencières qui fait visiter cette première pile. Un chariot pour enfourner et faire des éléments radioactifs. Donc on va le pousser avec des chaînes à vélo que vous verrez dans une case de châssis. Et d'aller la satisfaire dans un lieu où vous avez un moteur de machine à laver. Si vous suivez, une poutrelle métallique couplée par des briques. Il n'y a pas d'argile. Alors, l'autre chose qu'ils avaient prévu, en fait, c'est qu'ils avaient beau vouloir démarrer ce réacteur avec leurs 3 bouts de ficelle et le plus rapidement possible, Joliot, il y avait quelque chose sur lequel il était intraitable, c'était sur la sécurité. Quand il était arrivé au Collège de France, en fait, il avait travaillé avec avec Marie Curie, puisque Pierre était déjà décédé, dans son laboratoire, et il avait beaucoup admiré Marie Curie, avant d'épouser sa fille après. Et en fait, Marie Curie est décédée des suites des irradiations qu'elle a subies, et il était très sensibilisé aux effets des irradiations. Et il était hors de question qu'il démarre ce réacteur sans avoir vérifié toutes les conditions inimaginables pour pouvoir l'arrêter dans n'importe quelle condition. Et alors là, il faisait preuve d'une ingéniosité pas possible pour leur imaginer des conditions. Enfin, quand il le raconte, les anciens, ils se demandaient où il allait chercher ces idées tordues de ce qui pouvait arriver, et il devait être capable à tout instant de pouvoir arrêter le réacteur n'importe comment. Ce qui fait que pour descendre les barres, il suffisait de couper l'électroaimant et les barres tombaient. Et l'avantage que ça avait, ça voulait dire qu'en cas de panne électrique, le réacteur s'arrêtait tout seul. Parce qu'en cas de panne électrique, l'aimant s'arrête, les barres tombent et le réacteur s'arrête. Le système à partir duquel il mesurait le niveau d'eau qu'il y avait dans la cuve. Alors Joliot avait beau être prix Nobel, dans la France en pleine reconstruction, il n'avait pas de règle assez grande. Donc ils ont mis des bouts de règles bout à bout pour arriver à avoir une hauteur suffisante pour pouvoir mesurer le niveau d'eau dans la cuve. Donc ils ont fait avec ce qu'ils ont pu, avec ce qu'ils ont trouvé, et comme ils pouvaient. Alors, cela dit, ils avaient beau fonctionner avec 2-3 bouts de ficelle, je vous ai dit qu'il était intraitable sur les conditions de sécurité, ils avaient quand même prévu une vanne manuelle pour pouvoir vider l'eau de la cuve et être sûr à tout instant, c'est-à-dire même en cas de problème mécanique, qu'on pouvait manuellement arrêter le réacteur. Si on enlève l'eau, le réacteur s'arrête, puisque je vous ai dit qu'il fallait de l'eau, il suffit d'enlever l'eau pour arrêter le réacteur. Alors cette visite qui est menée par Nathalie Manot et plusieurs de ses collaboratrices est extrêmement enrichissante parce qu'on retrace non seulement la vie de Frédéric Joliot-Curie mais aussi tout le début du nucléaire en France. Aujourd'hui il y a un besoin de transparence dans ce domaine, mais ça n'a pas toujours été le cas, Michel Pineau je crois, et parce que naturellement la politique du CEA après le départ de Frédéric Joliot-Curie n'a plus du tout été la même. Oui, le CEA s'oriente vers la construction de l'arme atomique ensuite. Ce qui est très vrai dans ce qui vient d'être dit, en tout cas, c'est la naissance d'une nouvelle spécialité, celle d'ingénieur nucléaire, avec ses exigences particulières tournées vers la sécurité. Ça, c'est tout à fait authentique. Quant à la connaissance des risques radioactifs et des risques génétiques ou biologiques, elle était très faible malgré tout à cette époque-là. Il a fallu les essais atomiques dans l'atmosphère pendant les années 50 et jusqu'aux années 60 pour que les scientifiques s'alertent, se mobilisent et obtiennent des gouvernements l'arrêt de ces essais dans l'atmosphère qui ont eu des conséquences très importantes. Et à l'époque, en plus, on ne savait pas exactement jusqu'où pouvaient aller ces conséquences. Alors justement, les essais dans l'atmosphère ont été menés, ils ont été arrêtés d'abord en Russie, et en France, on les a continués jusqu'en 1995, ce qui a déclenché une réaction très importante, notamment d'une organisation internationale qui s'appelle Greenpeace, et qu'il faut quand même noter lorsqu'on parle de nucléaire, puisque c'est encore une organisation qui lutte contre les essais nucléaires, parce qu'il y en a encore malheureusement, et qui, dans sa dernière campagne, souligne que le nucléaire n'est pas une solution à l'effet de serre, se contenterait à nous faire croire aujourd'hui, ne serait-ce que pour limiter l'usage du pétrole.
En tout état de cause, entre parenthèses, les essais dans l'atmosphère se sont arrêtés bien avant les essais en général qui étaient souterrains dans la dernière période. Quant à la question de l'effet de serre, ce que l'on peut dire sur ce sujet, c'est que Joliot pensait que l'énergie nucléaire serait indispensable, au moins pour une période transitoire, pour assurer le passage des énergies fossiles à d'autres types de sources d'énergie, les fameuses énergies de substitution qu'on essaye de mettre au point et qui, pour l'instant, ne sont pas capables de répondre à nos besoins en électricité. Alors justement, ce qui m'a intéressé dans votre livre aussi, c'est qu'il avait déjà pensé au solaire, il avait déjà pensé à l'éolien, toutes ces énergies renouvelables qui sont aujourd'hui plutôt encore, disons, à leur tout début. Oui, y compris la fonction chlorophyllienne, sur laquelle il mettait beaucoup d'espoir. Non, un des grands obstacles, c'est la capacité à stocker l'électricité. On ne sait toujours pas le faire dans des conditions économiquement intéressantes. Alors, nous allons passer maintenant à la rubrique courriel et nous allons écouter Amélie Brun. Bonjour, alors je vais vous présenter aujourd'hui le musée Curie. C'est un lieu de mémoire consacré aux Curie et aux Joliot-Curie, la famille aux 5 prix Nobel. Il a été inauguré en 1964 à l'occasion du 30e anniversaire de la découverte de la radioactivité artificielle. Je me permets à cette occasion de remercier le musée Curie qui nous a fourni plusieurs documents photographiques. Oui, parce qu'ils ont une photothèque très importante, il faut le dire, pour les gens qui recherchent des photos sur la famille Curie, il y a énormément de photos. Voilà, donc il se situe dans la partie la plus ancienne de l'Institut Curie, rue Pierre et Marie Curie, dans le 5e arrondissement de Paris. Alors on peut y découvrir de nombreuses choses très intéressantes, notamment les instruments de physique et de chimie utilisés tout d'abord par Pierre et Marie Curie, puis par Frédéric et Irène Joliot-Curie, ainsi que de nombreux objets et documents retraçant les grandes étapes de la radioactivité. Il y a le bureau de Marie Curie, qui est un lieu très émouvant. En fait, elle l'a occupé de 1914 à 1934, alors qu'elle était directrice du laboratoire Curie. Et plus tard, il est occupé par Irène et Frédéric Joliot-Curie. Et puis le laboratoire de chimie, toujours de Marie Curie, avec toujours les éprouvettes, les paillasses, les fioles, etc. Tout cela sera ouvert au public de nouveau au moment de Science en Fête dans un mois. Voilà, exactement. Et puis, il faut savoir que ce musée possède de nombreuses archives. Bon, pas celles de Pierre et Marie Curie, parce qu'elles ont été déposées dans les années 60 à la Bibliothèque nationale de France. Mais par contre, il y a celle de Frédéric et Irène Joliot-Curie, avec une correspondance importante, des articles de presse, des ouvrages, etc. Voilà. Je vous rappelle qu'un colloque intitulé « Actualité de Frédéric Joliot-Curie » se tiendra au Collège de France les 9 et 10 octobre prochains, à l'occasion toujours du 100e anniversaire de sa naissance. Il y aura des exposés, suivis de discussions et de tables rondes. Il y aura de nombreux scientifiques de toutes disciplines, des historiens, des enseignants. D'ailleurs, Michel Pinault, vous interviendrez dans ce colloque. Pourquoi vous l'avez intitulé « Actualité de Frédéric Joliot-Curie » ? Mais on l'a vu dans la fin de notre conversation il y a quelques instants. C'est vrai que dans beaucoup d'aspects de son activité, la vie de Joliot-Curie reste d'une actualité très importante, aussi bien l'aspect scientifique, l'aspect organisation et politique de la science, que les aspects d'intellectuels engagés. Toutes ces questions restent actuelles. D'accord. Enfin, si vous êtes intéressé par tout ce qui tourne autour du sujet qu'on a évoqué aujourd'hui, il faut savoir que le commissariat à l'énergie atomique de Fontenay-aux-Roses est ouvert au public, on peut le visiter. En fait, ce centre s'étend sur 13 hectares. Il compte 1700 ingénieurs, chercheurs et techniciens qui vous invitent à découvrir leurs travaux. Donc, si vous voulez plus de renseignements sur tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, vous trouverez ça dans le book. Voilà. Qui est très bien fait par Amélie Brun. Merci. Alors, il y a un article de Jacques Testard dans Le Monde diplomatique de ce mois-ci, nos amis du monde diplomatique que nous saluons, et justement qui se rattache encore à la responsabilité du scientifique. Vous allez l'aborder, ce thème, la responsabilité du scientifique. Oui, bon, on revient avec l'article de Jacques Testard sur les questions d'OGM ou de procréation assistée, de clonage, etc. C'est vrai que dans ce domaine, la question est d'une grande actualité. Les scientifiques doivent-ils continuer de chercher dans des directions qui posent des problèmes pour la société? Doivent-ils s'intéresser aux applications de leurs recherches quand elles posent des problèmes à la société? Bref, le rapport direct entre le scientifique et son activité sociale est d'une grande, grande actualité. Alors, je vous signale que la prochaine émission aura pour titre « Violence en Russie ». Nous aurons comme invité Michel Dreyfus. Je signale encore une fois que l'association Pierre et Marie Curie a des documents intéressants que vous pourriez découvrir. Amélie Brun vous en a... Merci encore de nous en avoir prêté quelques-uns. Voilà.
Eh bien alors, merci Amélie Brun. Merci surtout aussi à Michel Pinault qui est venu. Je représente encore une fois son livre, donc édité chez Odile Jacob. Je vous signale que ce n'est pas un livre que pour les scientifiques, puisque je ne suis pas un scientifique et je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, de la première à la dernière ligne. Et merci à toute l'équipe de Canal Web, Dominique, Manuel. Ciao, ciao les internautes.